Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Sommaire de ce journal, 2 ans de prison assortis d'un sursis, verdict du procès du maître coranique Cheikhouna Gueye et de ses prévenus. La défense salue un verdict d'apaisement. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal prend acte et appelle à la vigilance pour qu'il n'y ait plus de maltraitance dans les daras. Grève de la faim de Guy Marius Sagna et de 8 de ses camarades arrêtés vendredi dernier devant les grilles du Palais de la République. L'un des grévistes dans un état préoccupant. Le groupe sera entendu cet après-midi par le juge d'instruction. Leurs avocats craignent la délivrance d'un mandat de dépôt. Troisième mandat ou pas, question simple et précise, mais réponse claire-obscure du président Macky Sall. Nous reparlons de ce sujet tabou pour certains, sous l'angle des efforts de l'Union africaine et de la communauté internationale pour édicter des directives en la matière. Sidi Lamine Niasse, 1 an après la disparition du fondateur du groupe Walfadjri, son absence encore fortement ressentie, mais son groupe plus que jamais déterminé à relever le défi de la survie. Foire internationale de Dakar, la 28e édition s'ouvre demain. Sur place, l'installation des pavillons n'est toujours pas achevée, mais les préparatifs vont bon train. Bonne nouvelle cependant pour les victimes de l'incendie du pavillon vert en 2015. Ils seront indemnisés dans 4 jours. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. En Mauritanie, le président Ghazouani reconnaît la tension entre lui et son prédécesseur Ould Abdelaziz et dément par ailleurs des arrestations dans l'armée. 3 ans jour pour jour à la tête de la Gambie. Bilan mitigé pour Barrow au plan économique et ses ambitions pour le pouvoir a fini de plonger le pays dans une situation de crise politique. Point de vue de notre confrère et analyste politique Barkaba et au Tchad, un ancien premier ministre envoyé en prison. Le détail de tous ces titres dans un instant, Binta Diallo. Les titres sport, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. 4e sortie, 4e revers pour les Lions du handball au mondial de la discipline qui se déroule au Japon. Ce matin, les filles du sélectionneur Frédéric Boujean ont à nouveau plié devant la Hongrie, score de la partie 30-20. Nous allons aussi parler du tournoi de l'UFOA A, c'est à Conakry. Ce mercredi, les demi-finales, le Sénégal qui va jouer contre la Gambie. La Gambie, une nation à ne pas négliger plutôt, selon Siaka Boyan, le secrétaire général du Casa Sport de Ziguinchor, fait particulier des jours du Casa Sport évoluent aussi bien en équipe nationale du Sénégal que celle de la Gambie. Le développement à suivre dans le journal des sports. Et puis, point de vue aujourd'hui sur la réponse claire-obscure du président Macky Sall sur sa prétendue intention de briguer un 3e mandat. À la mise en onde de ce journal à l'UNBA. Verdict est donc tombé dans le procès du maître coranique de Ndiagne, Cheikhouna Gueye, et de ses coprévenus accusés de maltraitance à l'encontre de pensionnaires d'un dara de ce village de Louga. Justement, c'est devant le tribunal de grande instance de Louga qu'ils ont reçu le verdict. 2 ans avec sursis. Tout de suite, le compte-rendu d'audience avec notre correspondant sur place, Abraham Paul Pouille. Le juge a condamné le maître coranique Cheikhouna Gueye et ses co-accusés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Ils retrouvent la liberté après plus d'une semaine passée en détention préventive à la prison de Louga. Cheikhouna Gueye, le forgeron qui fabriquait les menottes, et les 4 parents ont été déclarés coupables de violence et voies de fait sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur lui. Avant le délibéré, le juge a condamné les violences survenues le mercredi passé au tribunal de Louga. Il déclare que la justice est libre et elle est là pour tous les Sénégalais sans distinction de religion ni de classe sociale. Pour éviter les violences notées le 27 novembre dernier, les forces de sécurité et de défense ont déployé un important dispositif pour filtrer les entrées dans le tribunal et sécuriser les alentours. Les partisans de Cheikhouna Gueye ont été repoussés par les policiers à plusieurs mètres pour éviter tout débordement. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Réaction de la défense après ce verdict. L'un des avocats de Cheikhouna Gueye et consorts parle de verdict d'apaisement. Maître Famara Mané au micro d'Abraham Paul Pouy. Le juge a décidé que les personnes qui sont poursuivies sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Pape Diop, c'est-à-dire le forgeron qui s'est chargé de confectionner les chaînes, les faits ont été disqualifiés à son encontre en complicité. Et sur cette base, il a été condamné pour complicité
de mise en danger de la vie d'autrui et complicité de violences et voies de fait sur des mineurs de moins de 15 ans. Alors ils ont tous été condamnés à 2 ans assortis du sursis. Donc cette décision me paraît sage parce que en réalité, elle est légale. Donc le sursis est permis dans des faits du genre et aussi le tribunal a pris en compte des éléments objectifs du dossier, bien que les commentaires ont été un peu agités ces temps-ci. Nous pensons que le verdict est un verdict sage. Du côté des organisations de défense des droits humains, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, considère ce verdict comme un avertissement à l'endroit de tous les maîtres d'école coranique. Il souligne que la société civile va rester vigilante pour qu'il n'y ait plus de maltraitance dans les daras. Écoutons Seydi Gassama avec El Hadj Ndiogou Diena. L'importance pour nous n'est pas la peine, qu'elle soit une peine ferme ou une peine de sursis. L'essentiel est que justice ait été rendue dans cette affaire. Pour la première fois, un maître coranique qui a quand même commis ce type de maltraitance a été condamné. Cela signifie que pendant les 2 prochaines années, s'il recommence, il va en prison. Et nous croyons surtout que ce verdict est un avertissement à tous les maîtres coraniques, où qu'ils soient au Sénégal. S'ils commettent des actes de maltraitance, ils seront arrêtés, ils seront poursuivis. Et rien n'empêchera ceux qui sont poursuivis par la justice. Je crois que c'est le message clair que l'on peut retenir. Et nous, société civile, on restera vigilants, n'est-ce pas, par rapport à ces actes de maltraitance. On n'acceptera pas qu'ils soient impunis, on n'acceptera pas que leurs auteurs bénéficient d'une quelconque protection, qu'elle soit politique ou de quelque nature que ce soit. Le maître coranique s'est quand même repenti, il s'est excusé pendant le procès. La famille également s'est repentie. Je pense que, vu l'attitude du maître coranique et les parents pendant le procès, on peut quand même comprendre la clémence du tribunal. Autre information à la une de ce journal, l'activiste Guy Marius Sagna et les autres personnes arrêtées à la suite d'une manifestation devant le palais présidentiel seront entendus par le doyen des juges d'instruction cet après-midi. Leurs avocats craignent de voir leurs clients placés sous mandat de dépôt à l'issue du face-à-face avec le juge. Mais en attendant, Guy Marius Sagna et compagnie poursuivent leur grève de la faim entamée hier. L'un d'entre eux, d'ailleurs, est dans une situation préoccupante aujourd'hui. El Hadj Ndiogou Diena. La grève de la faim entamée hier par Guy Marius Sagna et compagnie pour dénoncer leur arrestation commence à se faire sentir. L'un d'eux est mal en point selon maître Babacar Ndiaye, un de leurs avocats. L'un des grévistes de faim, à savoir Malik Biaye, actuellement il est très fatigué, il est dans une situation vraiment critique. Et d'ailleurs, il a subi même deux crises. Bon, ce qui vraiment nous inquiète, nous, en tant que leur avocat, nous avons attiré aussi l'attention de l'agent pénitentiaire qui est le responsable aussi de la cave. Donc, la dame nous a dit simplement qu'elle est au courant de cette situation. Bon, elle m'a conseillé d'aller voir le doyen des juges pour que vraiment une décision soit prise par rapport à cette affaire. Parce qu'apparemment, le parquet a été mis au courant, mais le parquet quand même n'a fait aucune réaction. En attendant la réaction du parquet, les 9 membres de la société civile seront présentés au doyen des juges aujourd'hui après 2 retours de parquet. Et il est fort probable que Samba Sall suive le réquisitoire introductif du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, qui a demandé 8 mandats de dépôt et une mise en liberté provisoire. Maître Moussa Sarr, qui fait partie de leurs avocats, ne cache pas ses inquiétudes. Je suis très préoccupé parce que j'estime qu'ils ne doivent pas être arrêtés, à fortiori mis en prison, parce qu'ils voulaient simplement exercer un droit constitutionnellement garanti. C'est vraiment regrettable. Je suis complètement déçu et abattu pour ça. Guy Marius Sagna, Babacar Diop des FDS et leurs camarades ont été arrêtés vendredi après une manifestation interdite devant le palais présidentiel pour protester contre la hausse du prix de l'électricité, une mesure qui est entrée en vigueur depuis dimanche. La foire internationale de Dakar ouvre ses portes demain jusqu'au 22 décembre. À 24 heures de la 28e édition de la foire, les installations dans les pavillons ne sont pas encore achevées. Une situation qui inquiète les exposants. Ils invitent les autorités à prendre les devants pour éviter ces retards ou lenteurs. Reportage Oumou Kalsoumli. Au pavillon orange, les installations des stands n'ont pas encore pris fin. Sur place, des menuisiers et ouvriers s'affairent aux derniers préparatifs. Chacun de son côté essaye tant bien que mal de terminer le travail avant l'ouverture de la foire.
Ibrahima, exposant, s'indigne de la situation. Je ne pense pas que d'ici une semaine que les travaux finissent. La cause, je ne peux pas la déterminer. En tout cas, c'est trop lent. Même les tapis ne sont pas étalés. Les autorités doivent changer de système. C'est désolant. Même constat au pavillon tertiaire. Ici, les occupants sont en plein dans les installations. Estat, exposant turc, demande aux autorités de prendre les devants pour éviter ces lenteurs. Les travaux ne vont pas finir d'ici demain. La lenteur des installations ne nous arrange pas. Nous, les exposants, les autorités doivent revoir l'organisation et mettre les moyens. Aïda, la trentaine, trouvée assise sur une chaise entourée de ses deux camarades, fait le pied de grue depuis 3 jours. Elle cherche un travail temporaire. Je suis là, je patiente. Il est difficile de trouver des exposants. Les quelques qu'on trouve ici nous disent de patienter. C'est dommage. À 24 heures de la 28e édition de la Foire internationale de Dakar, les travaux dans les stands ne sont pas terminés. Ce fait est devenu habituel selon les exposants venus d'horizons divers. Il y a quand même cette bonne nouvelle. Les sinistrés de l'incendie de 2015 au pavillon vert du CICES seront indemnisés à partir du 8 décembre. C'est la ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, qui l'a annoncé hier lors d'une visite au CICES. Les concernés se réjouissent de cette nouvelle, mais ils demandent à l'État de respecter cette échéance. Ils sont 25 sinistrés sénégalais qui doivent percevoir 200 millions de francs CFA. Leur porte-parole, Alpha Thiam, est interrogé par El Haj Ndiougoudiena. Depuis en 2015, 4 ans, jour pour jour, tous les sinistrés de l'incendie du pavillon vert du CICES attendent vraiment l'indemnisation de toutes les victimes. Nous espérons que cette date sera respectée parce qu'on a l'habitude de nous dire que vous serez indemnisés à chaque approche du foire. Vous serez indemnisés avant la fin ou bien avant la fin de la foire. Peut-être cette année, ce sera la bonne puisque le dossier est bouclé. Donc, le plus rapidement possible, tous les sinistrés doivent être indemnisés. Moi, par exemple, je suis le porte-parole des sinistrés sénégalais. Donc, nous, on est presque de 25 sinistrés. Au départ, on était 40, mais les gens se sont inscrits. Mais malheureusement, beaucoup n'avaient pas de dossier. Mais je peux dire que c'est une vingtaine aujourd'hui qui est en règle, qui doit être indemnisée. Et la valeur, après avoir mis en place un système de décote et enlevé 40% de ce qu'on avait demandé, la somme totale est presque 200 millions pour une vingtaine de Sénégalais. Pour les Sénégalais seulement, c'est presque 200 millions pour les Sénégalais. Parlons maintenant de la problématique de la durée de la limitation des mandats présidentiels. Hier, les chefs d'État ivoiriens et sénégalais ont fait dans le clair-obscur au sujet de la volonté qui leur est prêtée de vouloir briguer un nouveau mandat, à nouveau les suffrages de leurs compatriotes. Alassane Ouattara et Macky Sall ne sont pas des cas isolés en Afrique et pour y faire face, des leaders de la société civile et d'anciens présidents ont adopté en octobre dernier à Niamey une déclaration en faveur du constitutionnalisme pour la démocratie et le transfert du pouvoir. Quant à l'Union africaine, elle travaille sur un projet de ligne directrice sur les révisions constitutionnelles. Georges Détié-Diop nous en parle. Ces lignes directrices auront l'avantage de régler la problématique des révisions constitutionnelles en Afrique, notamment la question des mandats qui polluent l'atmosphère dans plusieurs pays du continent. La question est cruciale et préoccupe la Commission de l'Union africaine. Elle a mis en place un comité qui travaille sur un projet de ligne directrice sur la révision constitutionnelle. Un atelier s'est tenu récemment au Niger pour l'examen du dit projet et les experts vont se retrouver les jours à venir à Nouakchott pour la validation des lignes directrice. L'objectif principal est l'harmonisation du cadre juridique de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'élaboration de mécanismes de prévention adéquats. Au terme des travaux des experts, le département des affaires politiques va remettre le projet à la Commission de l'Union africaine qui, à son tour, le transmettra à la conférence des chefs d'État. La question maintenant est de savoir si le projet va recevoir l'assentiment de tous les chefs d'État. Une intention étant prêtée à certains de vouloir
modifier leur constitution pour rester au pouvoir ou briguer un troisième mandat, sans compter les présidents qui veulent s'éterniser à la tête de leur nation. En tous les cas, en octobre dernier, un sommet sur le constitutionnalisme et la limitation des mandats présidentiels s'est tenu au Niger. La rencontre a enregistré la participation d'anciens chefs d'État, de leaders de la société civile et de professionnels des médias. Dans la déclaration dite de Niamey, ils se sont engagés à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme, de l'état de droit et du respect de la limitation des mandats, à encourager un consensus national et continental sur le respect des limites du mandat présidentiel. Les participants ont interpellé à ce propos l'Union africaine et les communautés économiques régionales. La balle donc dans leur camp. Le drapeau national remis à la CNFPU 07 MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Au nombre de 175 gendarmes, le contingent a été bien formé et outillé pour assurer la lourde mission qui l'attend dans ce pays. Les troupes du commandant Mamadi Kaba sont conscientes de cela. Attention à toute dérive violente ou toute violation des règles des Nations Unies comme le viol ou autre. L'appel est du chef du contingent. La remise des couleurs nationales a eu lieu ce mercredi. Reportage Koumba Sandiane Faye. Au nombre de 175 gendarmes, dont 16 filles, le 7e contingent sénégalais part dès demain secouer les forces de la MINUSMA au Mali. Choisis parmi tant d'autres, ces éléments ont été bien préparés. Une lourde mission à exécuter sans faille, exhorte le général de brigade Tchakachao, commandant de gendarmerie mobile. Le commandement veillera particulièrement au respect des consignes données et au traitement approprié de tout état de conduite constaté, quel qu'en soit par ailleurs l'auteur. Le drapeau national remis au commandant du contingent, Mamadi Kaba, qui rassure et dit être conscient du comportement à adopter. Attention aux viols et autres cas d'agression sexuelle. Lance-t-il à ces éléments? Je veux dire, c'est tolérance zéro pour les Nations Unies. Donc c'est une politique que prônent les Nations Unies. Donc si un casque bleu se livre à ces actes, ça peut engager la responsabilité. Au-delà de la responsabilité du casque bleu, ça engage la responsabilité du contingent entier et plus même le pays qu'il représente. Donc je pense que le général a bien fait quand même de revenir là-dessus. Et nous aussi, nous allons mettre les bouchées doubles pour qu'aucun de nos éléments ne soit cité sur ces avis d'exploitation sexuelle. Ces 175 gendarmes défilent ainsi pour honorer les couleurs nationales. Ils partent ainsi et espèrent représenter dignement le Sénégal. Le sujet a été évoqué hier par le ministre Abdoukarim Fofana lors de la libération de la voie publique sur l'axe avenue Malik Sy, rond-point Cyrnos et port autonome de Dakar. La divagation des animaux dans la capitale sénégalaise. Beaucoup de Sénégalais s'en désolent. Le pire peut se produire selon les habitants du quartier Liberté 6. Ils invitent l'État à prendre des sanctions sévères à l'endroit des propriétaires. Reportage Salimata Aoua. Rond-point Liberté 6, les vendeurs à la sauvette et les tabliers illégalement installés se disputent la chaussée. Sur ce rond-point, nombreux sont ceux qui fustigent la divagation des animaux, tels que les vaches et chèvres. Modou, commerçant, témoigne. Un jour, une vache est passée par là en courant. Elle pouvait se heurter à une voiture ou une personne, surtout les enfants. Ce n'est pas sûr et cela peut causer d'énormes dégâts. Samba estime que le gouvernement doit aménager des sites pour les éleveurs. Ce qui se passe est anormal. Les propriétaires des vaches doivent se regrouper dans une zone pour éviter le danger et ne pas obstruer la circulation. Les riverains de ce quartier aussi ne sont pas épargnés. Abdou a vécu une scène qui pouvait lui être fatale. C'est un énorme risque. Les vaches surgissent de toutes parts. Un jour, il y en a une qui est tombée dans un trou et on n'a même pas vu le propriétaire. Dans la capitale, il est fréquent de voir des vaches au milieu de la circulation, créant ainsi des embouteillages ou même des accidents. Les habitants de Liberté 6 exhortent les autorités à trouver une solution avant que l'irréparable ne se produise. RFM. L'actualité internationale.
Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Mauritanie, le président Ghazouani reconnaît qu'il y a tension entre son prédécesseur et lui. Le président mauritanien a également démenti des arrestations au sein de l'armée. Ould Ghazouani confirme par ailleurs ses relations tendues avec son prédécesseur Ould Abdelaziz et promet de mettre fin à cette tension. En ligne de Nouakchott, Mohamed Diop. Le président Mohamed Ould Ghazouani s'exprimait dans une interview au journal Le Monde. Il dément les rumeurs d'arrestation et de résidence surveillée de personnalités de l'armée et qualifie son prédécesseur de ami et frère avec qui il dit « Nous avons fait beaucoup de choses durant ces 15 dernières années » et qualifie son prédécesseur de ami et frère avec qui il dit « Nous avons fait beaucoup de choses durant ces 15 dernières années ». Mais si le président minimise les tensions avec son prédécesseur, il ne les dément pas. À la question d'ailleurs « Est-ce que la tension est finie ?» Ould Ghazouani a répondu, je cite, « Je ne sais pas, mais je serai obligé d'y mettre un terme. » Le président évoque aussi le devoir de veiller à sa sécurité pour expliquer le limogeage du chef de la garde présidentielle, un proche de Ould Abdelaziz. Et si Ould Ghazouani n'évoque pas la question de contrôle du parti au pouvoir UPR, la pomme de discorde, ses partisans y continue à s'opposer à ceux de Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Adama Barrow, 3 ans jour pour jour à la tête de la Gambie. Il est le 3e président de la Gambie après 51 ans d'indépendance. Adama Barrow, successeur de Yaya Jammeh depuis décembre 2016, à l'heure du bilan au plan économique pas trop fameux et son ambition pour le pouvoir fait qu'il semble vouloir revenir sur sa promesse de ne faire que 3 ans à la tête du pays. Point de vue de notre confrère et analyste politique Barkaba qui ajoute que la réconciliation nationale est un point positif à mettre à l'actif de Barrow. L'ambition pour le pouvoir a fait qu'actuellement Barrow est en brouille avec son ancien mentor Ousseynou Dabo, dont il était un membre éminent de son parti, et il y a eu cette brouille entre Ousseynou Dabo et Adama Barrow est en train un peu d'alourdir le climat politique en Gambie. Et aussi sur le plan économique, le pays tarde vraiment à décoller par rapport à quoi on aurait pu s'attendre. Lorsque j'ai eu la chance que Adama Barrow m'accorde le premier entretien qu'il a donné à la presse sénégalaise à Banjul, de manière assez prémonitoire, j'avais insisté lourdement sur cette question de Wahwahet en lui disant est-ce qu'il tiendrait jusqu'au bout sa promesse de ne faire que 3 ans. La réponse qu'il m'avait donnée m'avait laissé sceptique. Et 3 ans après, malheureusement, cette volonté de s'accrocher au pouvoir face à la réelle politique est en train d'alourdir très très négativement le climat en Gambie. Au Tchad, un ancien Premier ministre en prison. Kalzobe Pahimi Debé est accusé de tentative de détournement de fonds publics. L'ancien Premier ministre du Tchad et actuel secrétaire général de la présidence parle de relents politiques. Son avocat demande que le droit soit dit et qu'ils ont une stratégie de défense. Kalzobe Pahimi Debé a été Premier ministre du Tchad de 2013 à 2016. L'UEMOA accorde 50 milliards de francs CFA à 3 pays du G5 Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 50 milliards de francs CFA à libérer d'urgence pour ces 3 pays membres du G5 Sahel et les plus touchés par le terrorisme. L'enveloppe servira à l'achat de matériel aérien, mais aussi pour le recrutement et la formation de forces spéciales. Le Premier ministre malien Boubou Cissé appelle à la pérennisation des ressources. La conférence de Dakar de l'Union monétaire a décidé de la création d'un fonds régional de sécurité selon professeur Bakary Samb. Au-delà des financements, il faut aussi penser à des stratégies de prévention. La réunion de Dakar avec les chefs d'État de l'UEMOA est un tournant très important dans le cadre de la prise en compte de l'urgence de mesures efficaces contre le terrorisme dans la région. Je crois que aussi cette prise de conscience se répercute aujourd'hui sur la stratégie adoptée qui consiste à essayer de financer la lutte contre le terrorisme. Je crois que au-delà du financement de la lutte contre le terrorisme sur le plan militaire, il faudrait aussi que ces pays pensent à des stratégies nationales de prévention de l'extrémisme violent pour, en tout cas, les pays qui ne sont pas encore dans une situation de djihadisme massif comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays.
Il est sûr que le G5 Sahel a besoin d'être financé et que les promesses qui ont été faites par les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux n'ont pas été réalisées jusqu'ici. Se pose encore le véritable problème des pays africains, c'est-à-dire une véritable autonomie dans le cadre du financement des mesures et des stratégies sécuritaires. Mais je crois qu'au-delà de l'armement, qu'au-delà des solutions purement militaires, il faudrait que certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres développent des stratégies nationales de prévention parce que la seule approche militaire ne suffira pas à vaincre ce fléau qui est un phénomène multidimensionnel qu'il faut prendre avec une approche inclusive et une approche holistique. Dr Bakary Samb, qui était en direct de la Guinée le 13 septembre dernier, Souleymane à Ouagadougou, l'UEMOA s'était déjà engagé à mobiliser des ressources propres de 500 milliards de francs CFA pour la sécurité dans l'espace CEDEAO. Dans un tweet, le président Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a déclaré, je cite, « J'ai la ferme conviction que la mise en commun de nos forces et de nos moyens permettra d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre union ». Fin de citation et fin également de cette page internationale. Merci à vous, Binta Diallo. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons encore une fois du troisième mandat au Sénégal avec la réponse claire-obscure du président Macky Sall hier dans une entrevue avec nos confrères de RFI et de France 24. Nous en parlerons avec le professeur Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et avec Mamadoussi Albert, analyste politique. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. Bonjour à tous. Toujours pas de victoire pour le Sénégal au mondial féminin de handball. 4e sortie, 4e revers pour les Lyonnais. Ils ont été dominés ce matin par la Hongrie. Score 30-20 et le tournoi se déroule au Japon demain pour la dernière sortie de l'équipe du Sénégal, plutôt vendredi. Le Sénégal qui va s'opposer au Kazakhstan, certainement dans nos prochaines éditions. Vous aurez la réaction de Frédéric Boujon, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Alors, tournoi de football de l'UFOA, un derby sénégalo-gambien pour s'offrir une finale. Justement, cet après-midi, les demi-finales, 19h, le Sénégal croise l'équipe championne en titre. Il s'agit de la Gambie. Des deux côtés, il y a des sociétaires de l'équipe Fagnon de la capitale du Sud. Le secrétaire général du Casa Sport de Ziguinchor, qui était largement impliqué dans le recrutement des joueurs gambiens, s'attend, lui, à une confrontation difficile. Son nom, c'est Yakaboudian, que nous avons joint ce matin. On doit s'attendre à un match difficile dans la mesure où, comme vous l'avez dit, la Gambie est en net progrès. Déjà par le passé, par un passé très lointain, nos clubs en Ligue africaine, soit de CAF ou des champions, ont été éliminés par des clubs gambiens. Et comme vous l'avez dit, la Gambie est détentrice de ce trophée-là au niveau du tournoi de l'UFOA. Et plus récemment, nous avons vu l'équipe nationale A de Gambie s'imposer en Angola lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et arracher le nul lors de la deuxième journée. Donc ça veut dire que le football gambien est de plus en plus décomplexé vis-à-vis des autres. De plus en plus de joueurs gambiens maintenant sortent vers l'extérieur. Et ce n'est pas un hasard que son équipe nationale U20 se retrouve aujourd'hui à une finale face au Sénégal. Et l'ironie du sort voudrait que ce soit dans cette confrontation qu'il y ait un match dans le match entre joueurs du Casa Sport. Dans cette sélection, il y a le capitaine Matar Cissé, le terrain relayeur et l'attaquant Mamadou Bodja, qui sont de nouveaux pensionnaires du Casa Sport pour la saison à venir et qui vont croiser le fer avec Abdou Seydi, par exemple, pour le du Casa Sport, et Mamadou Koli, qui vient également d'être enrôlé par le Casa Sport en provenance de l'Olympique de Ziguinchor. Donc c'est dire que véritablement, c'est un match que nous allons surveiller très attentivement, parce qu'au-delà de la confrontation entre le Sénégal et la Gambie, il y a ce match dans le match-là entre 4 joueurs du Casa Sport, les 2 d'un côté en Gambie et les 2 autres au niveau du Sénégal. Sénégal-Gambie pour la seconde demi-finale du tournoi de l'UFOA qui se déroule à Conakry, capitale de la Guinée. Mais avant cela, la première demi-finale va poser à 16h la Sierra Leone au Mali. La finale du tournoi est prévue pour samedi prochain. Football à l'étranger, en Angleterre, Sadio Mané et les Reds cherchent à consolider leur première place ce soir. Oui, Liverpool, leader, croise en début de soirée à 20h15 exactement la formation d'Everton. Leicester pourrait retrouver sa deuxième place en cas de succès à domicile contre Watford d'Ismaïla Sarr, dernier au classement de la Première Ligue. Match prévu à partir de 19h30. À la même heure, Chelsea, 4e, accueille Aston Villa. Mais le choc va mettre aux prises Manchester United, mal en point à Tottenham, qui commence à retrouver la forme depuis l'arrivée de José Mourinho. Donc c'est le choc de cette 15e journée de la Première Ligue anglaise. En Ligue 1 française,
l'Olympique de Marseille et le dauphin du Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille qui a battu hier en déplacement Angers sur le score de 2-0. Mais retenez que pour la suite des rencontres ce soir à 20h05, Paris Saint-Germain accueille la formation de Nantes. Mais avant cela, des rencontres sont aussi prévues, notamment Dijon-Montpellier. Metz Monaco, Amiens fera face à la formation de Reims et puis Saint-Etienne joue contre OGC Nice. Évoquons maintenant le souvenir d'un homme. Aujourd'hui, 4 décembre, cela fait un an exactement que Sidi Lamine Niasse nous a quittés. Le fondateur du groupe Walfadjri a laissé un grand vide selon le personnel de cet organe de presse. Mais journalistes, techniciens et agents administratifs promettent de relever le défi pour faire de Walfadjri un groupe dynamique. Awambaye. Tout le bâtiment ainsi que le cœur de ses occupants vibrent aujourd'hui au rythme d'un souvenir douloureux, la disparition de Sidi Lamine Niasse. Dans la mosquée ouverte au rez-de-chaussée de l'immeuble Walfadjri, la lecture du Coran reste l'activité principale ce matin. Tout le monde prie pour le repos de l'âme de l'homme qui a fondé cet empire. Oustaz Hassan Diouf revient sur les qualités de l'homme. Sidi Lamine Niasse était un monument. Il est une personne multidimensionnelle. Il n'est pas seulement un Sénégalais qui a impacté sur le Sénégal, mais il était une personnalité internationale. Pour Abdoulaye Bob, journaliste présentateur à la télévision Walfadjri, rien n'a changé après la disparition de Sidi Lamine Niasse. Le personnel travaille dans de bonnes conditions. Depuis sa disparition, on a constaté également pas mal d'innovations à travers le personnel, la technique également, et en tout cas on a de l'espoir. Pour Ramatoulaye Sarr, journaliste à la radio-télévision Walfadjri, Sidi a laissé un grand vide, c'est vrai, mais le personnel reste toujours debout et engagé. Le personnel est toujours à pied d'œuvre pour le bon fonctionnement du travail. Chacun avec la tâche qui lui est confiée, donc s'attelle à bien mener celle-ci. Et selon les travailleurs du groupe Walfadjri, tant que l'horreur se pointera, le groupe Walfadjri va survivre et rester fidèle à sa réputation. Une sentinelle pour le peuple. Presse de ce mercredi 4 décembre, lue et commentée par Georges Diop. Encore le mandat, le troisième. Alors que le chef de l'État entretient le flou, comme le relève l'Observateur à sa page 4, le député Moustapha Cissé Lo se lâche et fait dans la menace. Ce sont là les deux principaux sujets dans la presse du jour. Le débat sur le troisième mandat refait surface à la faveur d'une émission sur Radio France Internationale, le débat africain. L'AS indique que Macky Sall a esquivé la question du journaliste en s'étonnant que le débat soit posé alors qu'il fait à peine 6 mois depuis qu'il a été réélu. C'est déjà un problème selon lui. Pour le quotidien, Macky évite le débat sur un éventuel troisième mandat. Le journal rapporte ses propos selon lesquels il a dit à ses partisans de se concentrer sur la réussite de ce mandat. Maintenant que l'opposition a face un débat, il dit pouvoir le comprendre parce qu'elle doit toujours agiter des idées. Résultat, Sud Quotidien, hélas, affirme que Macky fait dans le flou. Pour le Témoin, il est dans le clair-obscur. Mon confrère ajoute que Macky Sall est dans l'imprécision. Pendant ce temps, son compagnon Moustapha Cissé Lo fait feu de tout bois. Et le moins que l'Observateur puisse dire est qu'El Pistolero vide son chargeur. Des tirs ciblés qui, selon mon confrère, ne laissent personne debout. Ministre, président d'institution, même le président de la République en a eu pour son grade. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Cissé Lo confie que la façon de Macky Sall de leur rendre la monnaie, c'est de refuser de les recevoir. Il a abandonné tous ceux qui ont combattu avec lui dans l'opposition. Moustapha Cissé Lo de souligner que Macky Sall n'est pas son père, il ne l'a pas acheté. Le député APR n'a pas épargné les cadres de l'APR. Les soi-disant cadres, comme il les appelle selon lui, ils ont tous porté ses sacs et chaussures. L'interview accordée à l'Observateur fait suite à sa sortie à l'Assemblée nationale hier lors du passage du ministre de l'Agriculture pour l'examen de son budget. Vox Populi en rend compte et rapporte qu'El Pistolero solde ses comptes et se vante de son apport à Macky Sall et à l'APR. Bref, pour le journal, il s'est déchaîné et a fait dans la menace. Si je dis ce que je sais, ce sera la fin du monde. Des propos de Moustapha Cissé Lo qui barrent la une de Vox Populi. Le président du Parlement
Parlement de la CEDEAO dit avoir participé à hauteur de 37 millions de francs CFA aux législatives et mis 300 millions dans la campagne de Macky. Et c'est non sans conclure que si on tue tous ceux qui disent la vérité à Macky, qu'on le tue. À la une de Les Échos, il avertit qu'on ne me pousse pas au déballage. Selon le journal, Cissé Lo a fait savoir au ministre de l'Agriculture que si les dispositions pour réguler le secteur ne sont pas prises, il n'hésiterait pas à déballer tout ce qu'il sait. Conséquence de sa sortie, il s'est attiré la colère de ses collègues de la majorité. À la page de titre du journal Les Échos, la réplique de Awanyang, pour qui on ne peut pas s'attaquer au président Sall à chaque fois et se dire pilier du parti. Pour Yaya Sow, que personne ne pense pouvoir soutirer quoi que ce soit au ministre en proférant des menaces. Pour Babacar Biaye, l'APR leur appartient à tous. Il faut savoir raison garder. Quant à Sidi Traoré, il insiste que si Moustapha Cissé Lo a un problème, qu'il en parle au président Sall. Macky Sall qui est à la une du journal Le Soleil avec ses homologues des pays de l'UEMOA. Le quotidien national rend compte de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. L'UEMOA qui a décidé d'attribuer immédiatement 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA à 3 de ses membres qui font partie du G5 Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À la une de Source A, le Dara de Koki, une fabrique de savants modernes. Le Dara dispose d'un modèle d'enseignement basé sur le Coran. Selon Source A, le Dara de Koki, qui faisait recours aux monotes dans le passé, a décidé depuis 1998 de ranger celle-ci dans les tiroirs de l'oubli. Mieux fait savoir le journal, les talibés, dès qu'ils maîtrisent le Coran, entament l'enseignement franco-arabe et se retrouvent facilement parmi les meilleurs élèves du Sénégal. Dans Source A de ce matin, à la découverte du Dara de Koki, un modèle d'éducation inspiré du Coran. Un coup d'œil à présent dans Libération. Il est question de la saisie record de drogue au port de Dakar. Le journal nous apprend que le capitaine italien du navire Grande Nigeria, Matera Borgia Pasquale, et son marin ont été autorisés à quitter le territoire sénégalais depuis la semaine dernière. À charge pour eux de répondre aux réquisitions de la justice. Sport pour terminer, les suites du Ballon d'Or France Football 2019 attribuées à Lionel Messi. Dans le journal Record, le rédacteur en chef de France Football explique pourquoi il a voté pour Sadio Mané. Pour Pascal Ferré, l'attaquant sénégalais de Liverpool le méritait le plus. Le journaliste, qui reconnaît que le vote est subjectif, précise cependant qu'ils ne changeront pas les critères. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue, nous reparlons de la question d'un hypothétique troisième mandat du président Macky Sall à l'issue de son mandat courant qui court donc jusqu'en 2024. Et pour en parler, à la lumière de sa sortie hier sur RFI et France 24, nous sommes en direct avec le professeur Moussa Diao, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur, bonjour. Bonjour. Également en ligne, M. Mamadou-Sy Albert, analyste politique. Mamadou-Sy, bonjour. Bonjour, Souleymane. Je vais rester avec vous pour vous poser une question très simple. Comment comprenez-vous la réponse du président Macky Sall hier, lors de cette interview avec RFI, quand il a été donc interrogé sur cette question du troisième mandat ou d'un hypothétique troisième mandat? Je crois qu'il a confirmé ce qu'il a dit depuis quelques mois. À l'échelle internationale, s'il confirme son choix de recentrer toute son énergie autour du deuxième mandat, que c'est le deuxième mandat qui est le plus important, qu'il va peut-être organiser un débat, mais après la fin de son mandat. Je crois qu'il confirme ce que tout le monde savait déjà. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose des questions. La question principale, c'est que le président n'a pas réellement décidé de dire aux Sénégalais est-ce qu'il va briguer un troisième mandat ou non. Donc, quand vous dites qu'il confirme ce que tout le monde savait déjà, qu'est-ce que voulez-vous dire? Mais il a pris une position très claire en remerciant ses collaborateurs qui ont eu l'audace de s'adresser aux journalistes en disant que le président ne devrait faire que 2 mandats. S'il a licencié ses collaborateurs, ça veut dire qu'il a pris l'option de fermer le débat pour le moment, qu'il n'entend pas revenir sur sa décision qui est qu'il reste
pour lui, concentré sur son deuxième mandat, qu'il va mettre en œuvre son programme, le programme sur lequel il a été élu, et que le débat du troisième mandat ne l'intéresse pas. Ça, c'est au niveau du président de la République. Mais également, ce qu'on note, c'est que l'opinion se pose, est-ce que le président a réellement choisi de ne faire que 2 mandats ou est-ce qu'il va briguer un troisième mandat? Et je crois que c'est à ce niveau-là que le débat se pose. Le président laisse penser qu'il va demander un troisième mandat à partir du moment où tous les collaborateurs licenciés ont été licenciés parce qu'ils ont laissé penser que le président ne devrait faire que 2 mandats. Donc je crois que là, c'est relativement clair que le président, c'est juste une question de planification. Il veut gérer son deuxième mandat, mais il se prépare à une éventualité d'un troisième mandat. Alors, professeur Moussa Diaw, c'est pourtant simple. Le président peut arrêter le débat tout de suite en répondant précisément aux questions qui lui sont posées depuis des jours et des jours, quelle que soit l'origine de cette question d'ailleurs, que ce soit l'opposition, l'opinion, la presse, etc. Pourquoi, selon vous, le président décide-t-il de laisser tout le monde sur sa faim sur cette question-là? Oui, le président n'a pas souhaité débattre de cette question de mandat, il a toujours dit. Maintenant, cela peut se traduire par le fait qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait la compétition au sein de sa majorité. C'est tout à fait normal puisqu'il vient de commencer un mandat, il vient de débuter le mandat. Mais comme nous sommes en démocratie, la transparence s'impose et il est tout à fait naturel que le président ouvre le jeu politique. Mais il a décidé de ne pas en parler pour diverses raisons qui lui sont propres et qui sont relativement aussi liées à la situation politique. Connaissant l'espace politique sénégalais, le maîtrisant très bien, et il a choisi de se taire sur cette question-là, d'entretenir le flou. Il l'a déjà d'ailleurs manifesté pour ne pas susciter un débat au niveau de l'espace politique. C'est son choix, mais cela peut se traduire par le fait que les dirigeants, de manière générale, les dirigeants africains entretiennent le flou sur la question des mandats. Et d'ailleurs, ces pairs africains, ceux qui l'ont entouré, qu'il s'agisse de Ouattara ou d'autres, ou de Guinée, entretiennent toujours le flou. Et c'est naturel, c'est incompréhensible dans une démocratie que l'on ne manifeste pas ses intentions. C'est vrai qu'il y a une stratégie politique, mais là, cela concourt justement au renforcement de la démocratie. Ouvrir le jeu politique et jouer la transparence pour permettre justement s'il y a des candidats au sein de sa majorité de se préparer et aussi au niveau de l'opposition de s'en tenir à sa position, de comprendre sa position, s'il est candidat ou pas. Mais ça, c'est tout l'enjeu qu'il y a autour de cette question-là. Et naturellement, il a choisi de se taire. Bon, mais quand il parlera, on attendra qu'il se prononce là-dessus. Mais à mon avis, il continue cette position-là et ça entretient le flou, l'ambiguïté. Et bien sûr, toutes les questions se posent aujourd'hui au niveau de l'espace politique sénégalais par rapport à ce mandat. Va-t-il entretenir le flou jusqu'à quel moment? Et c'est ça la question. Est-ce que vous pensez que c'est une position tenable sur 4 ans et demi? Non, mais dans l'immédiat, oui, il peut entretenir ce flou. Mais à un certain moment, il va falloir dire sa position. Parce que ça concerne aussi sa majorité. Là, il est en début de mandat, mais les élections présidentielles se préparent à l'avance. Et il a besoin, s'il ne se présente pas, de clarifier le jeu au niveau de sa majorité et au niveau même de l'opinion publique, pour qu'on sache qu'il ne se présente pas, il l'a dit clairement, sans aucune ambiguïté, et laisser le jeu politique continuer son cours.
C'est ça justement qu'on attend d'une démocratie. Très bien. Mais dans l'espace politique et dans le comportement de nos leaders, des leaders africains, c'est toujours le flou, l'ambiguïté, jusqu'à quel moment on saura. Dans tous les cas, il sera obligé de dire ce qu'il pense par rapport à ce mandat-là. Très bien, professeur. Mamadou Sy Albert, le professeur Moussa Diaw évoquait tout à l'heure le contexte sous-régional. Il y a quand même le cas emblématique du président nigérien, Mohamed Issoufou, qui déclare à l'envi qu'il n'est pas candidat à la prochaine élection de décembre 2020. Il le dit urbi et orbi. Il le réitère chaque fois que l'occasion se présente. En revanche, il a quand même désigné son candidat dans son parti pour la prochaine élection. Est-ce que, au regard des arguments qui ont été avancés, notamment les raisons politiques purement stratégiques au sein de l'APR, le président ne pourrait pas regarder dans cette direction au lieu de se concentrer simplement sur les autres présidents qui entretiennent le flou en attendant d'y voir plus clair? Je crois que c'est ça en tout cas la posture idéale qu'un président sortant qui a été réélu confortablement devrait, c'est vrai, penser à mettre en œuvre son programme pour finir son mandat, mais en même temps, un parti politique au pouvoir, il doit anticiper. Et dans cette perspective, je crois, le président Macky Sall mettrait en tout cas son parti, sa coalition, l'opinion et la classe politique de manière générale, il mettrait tous ces acteurs à l'aise s'il donnait aujourd'hui son point de vue le plus intime. S'il disait que je ne ferai que 2 mandats ou si je vais briguer un mandat, ça allait libérer les énergies, ça allait libérer le débat démocratique. Je crois que c'est ça probablement qui explique la déception, la tension qu'il y a dans notre pays. C'est le silence du président qui le secrète. Maintenant, c'est vrai qu'on est en politique. Macky Sall n'est pas nouveau dans l'espace politique. Il est suffisamment expérimenté. Il fera 2 mandats. Je crois difficilement que Macky Sall aille vers un 3e mandat sans réfléchir, sans mettre en place une stratégie. Il est en train de bâtir sa stratégie à lui. C'est ça sa personnalité. Il est très discret, il est très subtil. Il va mettre en place son dispositif. Je crois que même s'il ne dit pas que tel, pour le moment, même s'il ne désigne pas un dauphin, je crois qu'il travaille sur les 2 hypothèses. Qu'il peut être candidat, parce que sur le plan juridique, il a cette possibilité, mais sur le plan politique également, il sait qu'il peut se heurter à une résistance. Donc nécessairement, il pense à un dauphin, même s'il ne le dit pas. Et je crois que si on regarde le schéma aujourd'hui qu'il y a autour de Macky Sall, au palais, dans le gouvernement, et même dans les équipes que Macky Sall est en train de constituer, il y a un défiant qui se met en place. Il ne le dit pas. Je crois que pour moi, Macky Sall n'est pas un aventurier. Il ne va pas affronter les Sénégalais en 2024 de façon brusque. Il est en train d'élaborer sa stratégie. Son dauphin, il a 2 scénarios, mais peut-être qu'il ne veut pas, pour le moment, si vous voulez, il ne veut pas polluer le débat politique par cette candidature, par ce dauphin-là. Nous avons bien compris, Mamadou Sy Albert. Merci beaucoup d'avoir participé à ce point de vue. Le dernier mot au professeur Moussa Diaw, mais pour 1 minute, s'il vous plaît. L'autre dimension de ce débat, c'est la dimension juridique. Au Bénin, les députés ont adopté de nouveaux textes qui sont sans équivoque. On ne peut pas être président plus de 2 mandats dans sa vie. Alors, c'est une rédaction extrêmement claire, sans ambiguïté. Est-ce que vous pensez qu'on devrait regarder de ce côté-là aussi pour fermer toutes les possibilités de prorogation, de contournement justement des textes à travers une interprétation qui nous arrange de la Constitution? Est-ce qu'il faudrait revoir les textes pour exclure toute possibilité d'un 3e mandat? Oui, peut-être qu'on peut le faire au niveau du continent africain parce que le processus de démocratisation pose problème, surtout au niveau de
son imprégnation et sa traduction dans la réalité, parce qu'il y a des considérations culturelles, etc. Je pense qu'il ne faut pas aller à l'extrême. La démocratie, ce sont des principes, c'est des règles du jeu. Il faut aussi laisser la liberté aux leaders de respecter. Surtout, le problème, c'est le respect. C'est le respect des règles du jeu. Les règles du jeu et de la Constitution. Parce que le pouvoir, dès que les leaders est parvenu à sa fin, c'est un objectif, c'est une finalité. Et on cherche à durer, à se fossiliser. Et maintenant, il faudra mettre des garde-fous, ça c'est important, de mettre des garde-fous de manière à éviter des interprétations juridiques qui leur permettent de rester au pouvoir ou bien d'avoir cette tentation-là. À mon avis, il faudra mettre des garde-fous, limiter les mandats, et que l'on respecte les textes. C'est surtout ça, c'est le respect des textes. Très bien, l'élégance républicaine. Respectent les textes. Absolument. Et ne pas chercher à des interprétations, des manipulations qui posent problème, qui sont source d'ailleurs de conflictualité dans nos pays. Merci professeur Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à tous les deux.